position, monsieur le lieutenant. Oui, c'est bien moi qui ai découvert le cadavre. Quand? Ah, ce matin. Comme tous les matins, je me suis rendu sur l'autre versant de la montagne pour y abattre les sapins. Bah oui, je suis bûcheron. La victime était dissimulée dans le fourré, à l'ombre de la montagne. L'endroit exact, à 4 ou 5 chaux, je crois, de la halte de Yamashina. C'est un endroit sauvage où se dressent échevelés quelques bambous et de maigres conifères. L'endroit n'est pas recommandé aux voyageurs. On dit toujours qu'il s'y passe des choses étranges. Ah oui, la victime. Bon, alors, la victime. Gisant sur le dos, elle était revêtue d'une robe de chasse bleu clair. Oui, bleu clair. Et portait un ébauchi couleur criacier. Le chapeau des nobles à la mode de la capitale. Une seule entaille était visible sur le corps, mais c'était une plaie profondément ouverte vers le haut de la poitrine. Oui, les feuilles mortes de bambou qui jonchaient les alentours étaient toutes noircies, comme teintes de chiot. Ah non, le sang ne coulait plus. Les lèvres de la plaie étaient déjà sèches. D'ailleurs, un gros temps était collé dessus et qui n'arrivait pas à s'en dépêtrer. Si j'ai trouvé une arme ou quelque chose du genre auprès de la victime? Ah non. Non, à part une corde de paille tressée qui semblait abandonnée au pied d'un sapin, c'est tout ce que j'ai remarqué. Ah si, détail qui a sans doute son importance, les hautes herbes et les feuilles mortes de bambou étaient foulées en tous sens. La victime a dû opposer une forte résistance avant d'être tuée. Ah non, 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 un cheval ne peut pas pénétrer dans le fourré. Un épée massif de ronces en obstrue en partie l'entrée. Non, 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 pas de cheval. Ben, voilà, monsieur le lieutenant, c'est tout ce que j'ai à dire. Bien, monsieur le lieutenant. Assistant. Excellence. Oui, Excellence, je peux vous affirmer que j'ai bien rencontré hier l'homme que vous avez découvert mort ce matin. Oui, c'était à midi, très exactement. Le soleil était à son zénith. L'endroit exact? Oh, c'était à mi-chemin sur la route qui mène de Sekiyama à Yamashina. L'homme marchait en direction de Sekiyama. Il accompagnait une jeune femme montée à cheval. Oui, à cheval. Oh non, non, la jeune femme portait un voile magnifique au demeurant, et de ce fait je n'ai pu découvrir son visage. Mais oh, je me souviens bien de la couleur de sa robe, qui était de l'espédèse, pourpre violacée du plus bel effet. Le cheval? Ah, c'était un alezan, il me semble, dont la crinière était rasée. Sa taille? Oh, 4 shakos, 4 souls environ. Vous savez, Excellence, je ne suis pas spécialisé en matière de chevaux, je suis moine. Eh bien oui, c'est cela, disons, un petit cheval. Oui, oui, l'homme était fortement armé, comme peut l'être un samouraï. Il avait à la ceinture un sabre magnifique, à l'épaule un arc immense, et surtout un carquois laqué de noir qui comportait au moins une vingtaine de flèches. Oh, cela je m'en souviens très bien. Oh, comment aurais-je pu imaginer le sort qui attendait cet homme? Eh oui, Excellence, la vie humaine n'est-elle pas aussi douce et brève que la rosée du matin, aussi violente et imprévue que l'orage du soir? Je le plains, cet homme. Voyez, je ne trouve pas les mots. Bien. Excellence.
L'homme que j'ai arrêté hier. Ben oui, lieutenant, c'est bien sûr. Oh, pardon. Monsieur le lieutenant. L'homme que j'ai arrêté hier, monsieur le lieutenant, c'est bien ce fameux brigand appelé Tayomaru, il n'y a pas de doute possible. Et quand j'ai mis le grappin dessus, il poussait des petits cris étouffés, avachis sur la rambarde du pont de pierre de la route d'Awataguchi. Il avait dû tomber de cheval. Quand? Ben, hier après-midi, à la première de Kong. Ah, la dernière fois qu'il m'a échappé, il portait déjà cette même robe de chasse bleu foncé, assortie d'un sabre à guet de boulet. Oui, oui, et comme vous le précisez, monsieur le lieutenant, il avait également un arc et des flèches. Ah, la victime avait les mêmes armes. Vous voulez dire que c'était les siennes? Il les lui avait donc dérobées? Ah bah alors dans ce cas, il n'y a pas de doute possible. C'est bien ce fameux Tayomaru l'assassin. Ben oui, lieutenant. Monsieur le lieutenant. Oui, l'arc gainé de cuir, le carquois laqué de noir, avec ses 16 flèches emplies de faucons, c'était bien le samouraï. Et le cheval aussi. Oui, c'était un Alezan dont la crinière était rasée. Bon, certainement pas sa monture à lui, hein. Bien trop petite. Elle, laissant traîner sa longue graine, elle broutait les herbes coupantes encore vertes qui poussent sur le bord de la route à l'entrée du fourré. Oh, être mis à terre par une telle bête, c'était son destin. Comment? Ah oui, oh, ça de tous les brigands qui roulent dans les rues de la capitale. Ce Tayomaru était bien connu comme coureur de jupons. Tiens, tenez, l'an passé, on avait trouvé morte à l'automne, derrière les jardins pendula du temple Toribé, une vieille femme qui sans doute était venue y faire ses dévotions, ainsi qu'une jeune servante qui l'accompagnait. Le meurtre fut attribué, à juste titre, à ce fameux Tayomaru. Donc, si c'est bien lui qui a été tué et dont vous avez retrouvé le corps ce matin, on devrait vite savoir ce qu'il est advenu de la jeune femme qui l'accompagnait, car on dit qu'il n'était pas seul. Et oui, il y avait une femme avec le samouraï. Oh, je ne veux pas avoir l'air de prendre en charge votre enquête, monsieur le lieutenant, mais enfin, c'est un point qui mérite d'être approfondi. Enfin, de toute façon, vous savez où me trouver, hein, je suis toujours. Et en ce qui concerne la prime pour la capture, comme d'habitude, oh, monsieur le lieutenant. Merci, monsieur l'officier. Oh, merci. Oui, monsieur l'officier. Le cadavre est bien celui de mon gendre. Ah non. Il n'est pas de la capitale. Il est lieutenant dans le gouvernement de la province de Wakasa. Son nom, Takehiro de Kasawaka. 26 ans. Oh non, c'est un être très doux, au contraire. Oh, il ne saurait attirer la rancœur. Oh non, pour ça non. Oh, pour ça non. Ma fille, Masaru, 19 ans. Oh oui, c'est une jeune fille très fière et tout aussi téméraire qu'un homme. Oh, pour ça oui. Oh, pour ça oui. Ah non. Non, elle n'a jamais connu d'homme avant Takehiro. Oui, elle est très belle. Sa peau est toute basanée. Elle a un petit visage ovale et un grain de beauté sur la pommette gauche. Et ses gestes ont toute la grâce de l'outil. Ah. Donc, hier matin, Takehiro est parti pour Kazawa en compagnie de Masago. Ok. Dans quelles aventures allait-il se jeter dans cette ville? Non, je n'ai aucune nouvelle de ma fille.
je dois bien me résigner au sort de mon genre. Oh, je ne cesse de m'inquiéter sur son avenir aussi. Je vous le demande, monsieur l'officier, ouvrez une enquête sur la disparition de ma fille, même s'il fallait pour cela retourner toute la terre de ce maudit fourré. C'est la supplique d'une pauvre vieille mère. Monsieur l'officier. Bien. Oh, encore un mot. Et ce brigand, comment s'appelle-t-il? Tayomao. Oh, comme je le hais, cet homme. Non seulement il a tué mon gendre, mais il a peut-être aussi... Bien. Ah. Oui, c'est moi, Tayomao, qui ai tué cet homme, mais pas la femme. Ce qu'elle est devenue, je l'ignore. Allez, attendez. Que voulez-vous faire? Ah non, vous ne pourrez m'arracher par la torture si atroce soit-elle ce que j'ignore. Hein. Oh, bien plutôt. Au point où j'en suis, je n'ai plus rien à perdre. Je ne vais pas me dérober lâchement. Donc hier, en début d'après-midi, j'ai rencontré le couple. Le voile de soie, soulevé par un souffle de vent léger, me fit découvrir le visage de la jeune femme. Oh, un instant, rien qu'un instant. Puis après, plus rien. La brièveté de cette vision en aura-t-elle été la cause? Mais il m'a semblé découvrir le visage d'un Bosatsu, visage paré de la beauté de nos divinités. Aussitôt, poussé par je ne sais quel instinct, je décidai d'enlever la femme, même s'il fallait pour cela faire du tort à son compagnon. Quoi? Ah, mais non! Tuer un homme n'est pas un travail aussi difficile que vous pouvez l'imaginer. Ah oui, ça. Ravir une femme entraîne nécessairement la mort de son compagnon. Hein. Comment? Moi, assassin de basse espèce. Si vous voulez. Mais moi, je ne manie que le sabre que j'ai à la ceinture. Vous n'en usez pas, non? Vous tuez par le pouvoir, par l'argent, par les petites lois que vous concoctez entre vous afin de vous assurer bien-être et félicité. Ah, vous tuez avec les mots, parfois avec des petites phrases d'apparence bénigne. Avec votre méthode, la victime continue de vivre, le sang ne coule pas. Mais vous ne l'en avez pas moins tué. C'est pourquoi je me demande qui, de nous, vous ou moi, est le plus cruel. Le mieux, bien sûr, est de ravir la femme sans tuer l'homme. Mon état d'esprit à ce moment-là m'avait conduit à entraîner le couple vers la montagne. Comment? Oh, c'était facile. Je me suis fait passer pour un simple compagnon de voyage. Et puis je leur ai dit que là-haut, il y avait un vieux tombeau. Et qu'en y fouillant un peu, j'avais découvert tout un tas d'objets de barloterie, de masques, de miroirs. Que pour les dissimuler au regard des envieux, j'avais enterré ce petit trésor dans le fourré et que je cherchais un acheteur à qui je pourrais vendre à vil prix ce qu'il voudrait. Ah, inutile de vous dire que l'homme s'est montré très intéressé. Ensuite, que pensez-vous qu'il arrive? Méfiez-vous de la cupidité, lieutenant. Avant même qu'une demi-heure ne se fût écoulée, le couple à cheval prit avec moi la direction de la montagne. Arrivé en haut, je leur dis que oui, le trésor était là-bas, sous les sapins. Et je les invitais à me suivre pour voir. L'homme, aveuglé par la convoitise, n'avait aucune raison d'hésiter. La jeune femme, quant à elle,
beaucoup plus prudente, préféra attendre, sans descendre le cheval. Oh, j'ai bien compris son attitude à la vue de ce massif de ronces qui obstruait en partie l'entrée du fourré. D'ailleurs, je m'étais attendu à cette réaction. Un guichot de marche de là, il y avait une petite clairière que je connaissais bien. Oh, aucun lieu n'était mieux approprié à l'exécution de mon plan. C'est ainsi que je pénétrai dans le fourré, suivi par l'homme. Tout en marchant, je mentis avec l'apparence de la sincérité que le trésor était là-bas, sous les sapins. Bientôt, les bambous se raréfiant, nous pénétrâmes dans la petite clairière, et aussitôt, je jetai l'homme à terre. Oh, il paraissait robuste et bien armé, mais il fut surpris par cette attaque tout à fait inattendue, et se retrouva bien vite ligoté au pied d'un sapin. D'accord. Oh, bah, comme tout bon voleur qui se respecte, j'en ai toujours une à ma ceinture, oui. Pour l'empêcher de brailler, je lui fourrai des feuilles mortes de bambou dans la bouche. Ayant fini d'attacher, je m'en suis retourné à l'entrée du fourré, et là je demandai à la jeune femme de me suivre, prétextant que son mari avait un malaise. Inutile de vous dire que mon plan réussit. C'est ainsi que la jeune femme pénétra dans le fourré, moi la tenant par la main. Quand elle aperçut son mari ligoté au pied d'un sapin, elle me menaça d'un poignard, une longue dague qu'elle avait sortie à je ne sais quel moment de dessous sa robe. Oh, jamais, jamais je ne m'étais trouvé face à une femme aussi téméraire. Eh oui, c'est que le moindre moment d'inattention, et c'en était fait de moi. Mais on ne l'a fait pas au fameux Taillot-Marot que je suis. Bien vite, je lui fis lâcher son poignard sans même dégainer mon sabre. Aussi inflexible qu'elle restait, j'ai pu obtenir d'elle ce que je désirais sans commettre de meurtre. Ben oui, sans commettre de meurtre. Je n'avais plus aucune raison de tuer son compagnon. Alors que je m'apprêtais à quitter le fourré, laissant la femme en pleurs, celle-ci s'est accrochée à mon bras et je l'entendais me dire comme une folle, d'une voix suffocante, qu'elle souhaitait ma mort, ou celle de son époux, car elle ne pouvait supporter d'avoir honte devant deux hommes, cela lui étant plus pénible encore que de mourir. Et ce n'est pas tout. Elle disait en suffoquant qu'elle souhaitait s'unir à celui qui aurait survécu. À ce moment-là, je pris la décision de tuer son compagnon. Oh oui, oui, je sais. Je sais qu'en m'écoutant, vous pensez que je suis un être plus cruel que vous. C'est que vous ne connaissez pas le visage de cette femme. C'est que vous n'avez pas vu l'ardeur qui brillait dans ses yeux lorsqu'elle me suppliait. Quand nos deux regards se croisèrent, se fixèrent l'un à l'autre, je fus pris de vif désir de l'épouser, quitte à mourir foudroyé sur le champ. Oui, l'épouser. C'était devenu mon ambition. Mais ce n'est pas, je vous le jure, à cause d'un certain sentiment, un désir. Si à ce moment-là j'avais ressenti ce désir, eh bien, je serais très certainement parti, j'aurais abandonné la femme, ayant obtenu d'elle ce que je voulais après l'avoir violentée. Je n'aurais pas sali mon sabre du sang de son compagnon. Mais en la considérant en larmes, assise sur le tas de feuilles mortes de bambou, je me suis promis de ne pas quitter l'endroit sans avoir affronté son compagnon. C'était une question d'honneur, pour lui comme pour moi. Ayant délié le cadavre de la corde qui le retenait prisonnier, je l'invitais loyalement au combat. D'accord? Oui, c'est cette fameuse corde que vous avez trouvée. J'avais oublié de l'emporter avec moi en quittant le fourré. L'œil farouche, l'homme dégaina lentement son super sabre et, sans prononcer le moindre mot, s'était lancé furieusement contre moi. Ah, quel choc! À la 23e reprise, mon sabre lui a transpercé la poitrine. 23e reprise. Encore maintenant,
J'admire le fait, car jusqu'alors, personne, pas même un samouraï, ne m'avait affronté plus de 20 reprises. La femme? Tandis que son mari s'effondrait, je me suis retourné vers elle, le sabre ensanglanté à la main. Elle avait disparu. Elle n'était plus là. Je la cherchais partout, dans le fourré, dans les sapins. Au sol, aucune trace de sa fuite. Sans doute était-elle partie dès les premières reprises afin de trouver du secours. À ce moment-là, je compris que ma vie était en danger. J'ai pris le sabre du samouraï de ses mains, pris l'arc et les flèches, et je m'en suis retourné sur le bord du chemin à l'entrée du fourré. Là, la monture de la jeune femme broutait paisiblement. Ce que je suis devenu ensuite, à quoi bon le raconter? Sachez seulement que j'ai vendu le sabre du samouraï avant d'arriver à Watabushi. Voilà. Voilà mon aventure. Oh, ça, je sais qu'un jour ou l'autre, je serai pendu. Tout ça pour avoir soutenu le visage de cette jeune femme, sourire et malice de nos divinités. Oui, beauté, que je n'aurais pu découvrir sans ce souffle de vent léger qui souleva le voile. Aussi, je vous le demande instamment, monsieur le lieutenant, condamnez-moi vite à la peine suprême, et que j'en finisse, une fois pour toutes. Monsieur le lieutenant. Non, merci. Après m'avoir violenté, l'homme à la robe de chasse bleu foncé ricana sous les yeux de mon époux, ligoté. Oh, comme celui-ci dut lui en vouloir. Oui, il ricana par dérision. Mon mari ne pouvait rien faire. Ses contentions ne faisaient qu'enfoncer plus profondément encore dans sa chair la corde qui le retenait prisonnier. Instinctivement, j'ai couru vers lui. Enfin, non. J'ai voulu m'élancer de toutes mes forces vers lui. Mais le brigand ne m'en a pas laissé le temps. Il m'a donné un violent coup de pied et je suis tombé. À ce moment-là, j'ai vu dans le regard de mon époux comme un éclair étrange. Oui, vraiment étrange. Ce regard, cet éclair maintenant encore lorsque je me les remémore, me remplissait d'effroi. Ne pouvant exprimer le moindre mot, mon mari avait conservé dans son regard tout ce qu'il ressentait, ce qui brillait dans ses yeux. Ce n'était ni de la colère, ni du chagrin. Était-ce autre chose qu'un voile glacial de haine et de mépris? Frappé plus douloureusement par ce regard que par le coup du brigand, inconsciemment, j'ai crié quelque chose et je me suis évanoui. Non, non, je ne sais pas combien de temps cela a duré. Quand j'ai repris conscience, l'homme à la robe de chasse bleu foncé avait disparu. Me relevant péniblement, je fixais le visage de mon époux. Oh, celui-ci restait inchangé. Derrière ce voile glacial luisait encore de la haine. Oh, meurtri, humilié, perdu. Comment décrire l'état dans lequel je me trouvais à ce moment-là? Je me suis approché de lui et je lui dis, maintenant que je suis tombé dans cette situation immonde, je ne peux plus demeurer à tes côtés. Il ne me reste plus qu'à me tuer sur le champ.
Mais je te demande toi aussi de mourir. Maintenant que tu connais ma honte, je ne veux pas que tu puisses vivre seul après moi. Oui, oui, je lui ai dit cela d'une voix forte. Mon mari continuait à me dévisager haineusement. Retenant les battements dans ma poitrine, j'ai cherché son sabre. Je ne l'ai pas trouvé dans le fourré, l'arc et les flèches non plus. Le brigand, en partant, avait dû les emporter. Par chance, un poignard a roulé à mes pieds. Je m'en suis saisi et je lui ai dit « Je te demande ta vie. Je te suivrai après. » À ce moment-là seulement, mon mari a remué les lèvres. Oh, j'ai compris ce qu'il voulait me dire. Toujours derrière ce voile glacial de haine, il m'avait signifié « tue ». Retenant mes larmes, j'ai enfoncé d'un coup le poignard dans la poitrine. Et une nouvelle fois, je me suis évanoui. À mon réveil, j'ai regardé autour de moi. Mon mari était mort depuis longtemps. Sur son visage, à travers les branches de sapin et de bambous mêlés, le soleil déclinant laissait errer un dernier ray de lumière. Retenant mes larmes, j'ai délié la corde du cadavre. Et... comment? Mais oui, oui, il était toujours ligoté. Enfin, je crois. Ce que je suis devenu ensuite, oh, je n'aurais pas le courage de vous le dire. J'ai demandé secours à la mort. Elle ne m'a pas entendu. J'ai appuyé la lame du poignard sur la gorge, me suis précipité dans un étang au pied de la falaise. J'ai tout essayé. Puisque je suis toujours en vie, à quoi bon m'en vanter? Même le grand Bosatsu, dans son infinie bonté, aura abandonné la femme meurtrière que je suis, car oui, j'ai tué mon mari. J'ai subi les violences du brigand. Que vais-je faire de ma vie maintenant? Moi. Le brigand, ayant obtenu ce qu'il désirait, s'assit aux côtés de Masago et commença à la consoler par tous les moyens. Moi, toujours entravé, ligoté au pied d'un sapin, j'étais naturellement dans la capacité de dire ou de faire quoi que ce soit. J'ai envoyé à plusieurs reprises à ma femme un clin d'œil significatif. Ne l'écoute pas, Masago. Ne l'écoute pas. Il ment. C'est faux tout ce qu'il te dit. Je t'en supplie, Masago, ne l'écoute pas. Voilà ce que j'essayais de lui faire comprendre. Elle, sans force, assise sur le tas de feuilles mortes, elle regardait fixement ses genoux qu'elle avait repliés vers elle, et cela donnait l'impression qu'elle écoutait le brigand. Du moins, c'est ce que je croyais. Oh, je me tordais, brûlé par la jalousie. Le brigand lui parlait en choisissant ses mots avec une grande habileté. Il lui disait « Ton mari ne voudra plus de toi à ses côtés maintenant que ton corps est souillé.
Ne veux-tu donc pas le quitter et m'épouser? C'est à cause de l'amour que tu m'as inspiré que j'ai commis toutes ces violences. Oui. Le brigand osa user de tous ses arguments. En entendant ces paroles, Massago, comme en extase, a relevé la tête. Oh, jamais, jamais je ne l'avais vue si belle. Et que croyez-vous que cette femme si belle ait pu répondre au brigand devant son mari ligoté? Emmène-moi où tu veux. Oui, elle le dit cela. Mais la faute de ma femme est plus grave encore. Sinon, je ne serais pas si malheureux de cette trahison. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter le fourré, elle devint soudainement toute pâle, tendit le doigt vers moi et lui dit « Tue cet homme! S'il reste vivant, je ne pourrai vivre à tes côtés. » Puis elle se mit à hurler comme une folle. « Achève cet homme! Achève cet homme! » Ah, ces mots, comme une bourrasque, me font plonger encore maintenant au plus profond de cette nuit infâme. Une parole aussi horrible a-t-elle jamais été prononcée par une bouche humaine? Une parole aussi terrible aura-t-elle été perçue par une oreille humaine? Le brigand lui-même, en l'entendant, demeura interdit. Achève cet homme. Il ne savait que répondre, ni oui, ni non. Il la considéra un instant, puis, d'un coup de pied, il la jeta sur le tas de feuilles mortes. Il se retourna vers moi, croisa lentement les bras et me dit « Que veux-tu que je fasse d'elle? Veux-tu que je la tue ou que je lui laisse la vie sauve? Fais-moi un signe de la tête. Veux-tu que je la tue? » Ah, pour cette simple phrase, j'aurais aimé pardonner au brigand. Tandis que je réfléchissais, tandis que j'hésitais, Massago poussa un cri effroyable et s'enfuit au fin fond du fourré. Aussitôt, le brigand se lança à sa poursuite. Il n'arriva même pas à toucher sa manche. Et moi, comme dans un rêve, j'assistais à cette scène pétrie d'effroi. Après le départ de ma femme, le brigand m'arracha des mains mon sabre, prit l'arc et les flèches, coupa en un seul point la corde qui me retenait toujours prisonnier. Maintenant, c'est mon tour. Oui, je l'ai entendu murmurer cette phrase à l'oreille avant de quitter le fourré. Et il est parti. Ah, après son départ, tout est redevenu calme. Soudain, je me dis, mais on dirait que quelqu'un pleure. Je regardais de tous côtés. Mais non, il n'y avait personne. C'était moi qui sanglotais. Étendu, toujours au sol, j'ai essayé de relever mon corps blessé. À mes pieds brillait la lame du poignard que Massago avait laissé tomber. Je m'en suis saisi après 1000 efforts. Et d'un seul coup, j'ai enfoncé le poignard dans la poitrine. Et aussitôt, quelque chose est remonté dans ma gorge. Mais je n'ai ressenti aucune douleur. À mesure que ma poitrine refroidissait, le silence alentour se faisait plus profond. Oh, quel silence! Là-haut, dans le ciel au-dessus du fourré à l'ombre de la montagne, pas un oiseau ne venait chanter. Allongé sur le tapis de feuilles mortes noircies de sang,
j'étais enveloppé d'un silence glacial. Déjà rampait la pâleur annonciatrice du néant. C'est alors que quelqu'un, à pas frustré, quelqu'un s'est approché de moi. Ce quelqu'un, d'une main invisible, a retiré la lame de ma poitrine. Et aussitôt, le sang jaillit de nouveau dans ma bouche. Je tournais la tête, mais déjà, une pâleur diffuse m'entraînait, m'aspirait au loin, au plus profond des limbes noires, pour n'en plus jamais revenir. Et puis, ce fut la fin. Ce fut la délivrance. Massanou. Massanou! C'est pas fini. Qui a tué Takehiro? Alors, je vous laisse 5 minutes, je ramasserai les notes tout à l'heure, je vois. Qui a tué? Pour les proches généraux du bac. Comment? Pour les proches généraux du bac. Oh, ça fait du bien. Je ne sais pas si vous savez, mais il fait chaud. Ah non, mais c'est vrai, alors qui a tué Massanou? Vous devez bien avoir une petite idée. Bon, ben alors on commence par... Ah, il y a un micro. Oh, c'est formidable. Qui veut poser une question? Qui a une idée, surtout? Parce que moi, je suis un peu... Non? Bon, allez, on commence. Ce n'est certainement pas le moine. Non, le bûcheron, pardon. Parce que le bûcheron, je ne vois pas quel est l'intérêt du bûcheron d'aller tuer ce samouraï. Lui, il est là comme témoin. Il a trouvé le corps, il a découvert. Je ne pense pas que ce soit le bûcheron. Ce pourrait être le moine. Pourquoi un moine aurait-il commis un crime pareil? Je ne l'imagine pas non plus. Le chasseur de primes, qui est une belle ordure, il faut bien le dire, qui passe son temps à chercher les brigands pour toucher la monnaie, aurait-il eu intérêt à tuer Takehiro? Alors qu'est-ce qui reste? La belle-mère. Comment? La belle-mère. Ah oui, pourquoi la belle-mère? Parce qu'elle l'apprécie pas par rapport à sa fille. Hein. Ouais, elle parle tellement gentiment de son genre. Elle est un peu fausse. Il y a peut-être quelque chose entre la belle-mère et le gendre. Ça m'étonnerait quand même. Mais pourquoi pas? Nous sommes quand même au XVIe siècle au Japon. La vie est dure, les gens ont des sentiments très, très violents. Peut-être, je ne sais pas. Mais après, ça m'étonnerait quand même que la belle-mère ait quelque chose. Elle dit beaucoup de bien de son genre, c'est vrai. Mais elle est en pleine admiration de sa fille aussi. Hein, sa fille, elle est aussi téméraire qu'un mec. Et elle est belle. Et avant Takehiro, elle n'a jamais connu d'homme. Ce qui est quand même une sacrée indication. Peut-être aurait-elle été, en ayant été violentée, aurait-elle été révélée? Je ne sais pas, on peut se poser la question. Mais pourquoi la belle-mère aurait tué Takehiro? Je ne sais pas. C'est tout? Oui? Les seuls à vraiment avouer avoir tué, c'est le brigand et Massago. Les seuls à vraiment avouer avoir tué, oui. C'est le brigand et Massago. Les autres, on ne sait pas. Ils ne parlent pas. Non, on peut imaginer que chaque personnage de la pièce s'est inventé une histoire. Voilà, c'est ça. Hein? Comme moi, je suis le chasseur de primes. J'ai réussi à avoir celui après lequel... après... Bon, je le dirai demain. Celui que l'on cherche depuis des mois et des mois.
le bandit qui dit « Moi, je me suis envoyé un samouraï », parce que 23 reprises, c'est quand même pas mal, le samouraï était fort, il en tire gloriole, hein, peut-être, je ne sais pas. Masago aurait tué son mari parce qu'elle se serait tuée après. Elle le dit elle-même. Oui, mais elle l'a Tue-toi, pas fait. et enfin je te tue, et je te suis tout de suite. C'est possible aussi. Là, c'est une question d'honneur. On est dans le Japon de l'honneur. D'ailleurs, quand Takehiro et le samouraï se retrouvent pour combattre, quand Tayomaru, pardon, offre le combat au samouraï, c'est pour que le samouraï puisse se venger quelque part de l'affront qu'il a subi. C'est très beau, l'histoire d'honneur au Japon, c'est formidable. C'est plein de tendresse et plein de violence. C'est difficile. Qui aurait une idée? Moi, je pense que c'est lui qui s'est tué parce que justement, pour ce problème d'honneur, il a été désavoué par la femme qui l'aimait. Je pense que c'est lui qui s'est tué, c'est lui qui a retiré le poignard en fait. Puisqu'il a été désavoué par la femme qu'il aimait, il a entendu les propos qu'elle a tenus, et plutôt qu'à vivre avec ça, il a préféré lui-même, du coup, par honneur, mettre un terme à sa vie. Alors, vous pouvez m'expliquer parce qu'on entend très mal. Hein. Comment? Il disait qu'il s'était tué lui-même. Il se serait suicidé lui-même. En retirant le couteau. En retirant, oui, bien sûr, oui, je comprends. Pourquoi pas, oui. Mais sa femme a disparu et il se serait tué parce que tellement humilié et malheureux, bien sûr. Mais sa femme est vivante et il lui aurait pardonné. Il le dit à lui-même à un moment. Hein, je lui aurais pardonné s'il n'avait pas été aussi loin. On peut imaginer qu'il lui aurait pardonné de toute façon. Je ne sais pas, mais peut-être. Hein. Si je peux, c'est vrai qu'il y a quelques éléments qui sont importants à noter. C'est que dans la description de sa mort, il dit qu'il a senti quelque chose remonter jusqu'à sa gorge, alors qu'il s'est juste planté le poignard. On pourrait imaginer que peut-être c'est lui qui ressent ça avec une séparation du corps et de l'esprit, mais il y a un autre élément aussi, c'est que la première description de sa mort, c'est une grande entaille sur le côté, si je dis pas de bêtises. Il a une grande entaille de l'épaule jusqu'à là. Ben, la grande entaille, c'est l'entaille. Ce que dit le bûcheron quand il le découvre, il dit il y a une grande entaille en haut de la poitrine, c'est, on peut l'imaginer, le sabre du samouraï. Ah d'accord, parce qu'il a dit que c'était planté simplement pendant le combat, il l'avait poignardé avec le sabre, je crois. Enfin bref. Ça, je sais pas, je pense que c'est le samouraï. D'accord. Et il se... En haut de la poitrine, et lui, si on tient le poignard de la main droite, on ne va pas se taper là, on se tape là. Et c'est le même endroit que le sabre, le coup du samouraï, du brigand. Quoi. Je ne sais pas. Il n'y a qu'une plaie. Comment? Il n'y a qu'une plaie. Ça peut, oui, il n'y a qu'une plaie. Ça peut être tout le monde. Mais il y a des choses qui sont incohérentes. Hein. Parce que la jeune femme, Masago, dit « Je l'ai délié de la corde qu'il tenait encore entravé ». Comment a-t-il pu se battre avec le samouraï, avec le bandit, s'il était encore... Chacun raconte une histoire tout à fait différente. Peut-être que chacun, en fin de compte, se fait sa propre histoire. Un jour, en tournée, un spectateur a dit « Mais si tout cela n'était qu'un rêve ?» Chaque personnage se fait une projection de lui. Pourquoi pas? Donc, on n'a rien touché dans l'adaptation, on n'a rien touché au texte. On est resté très fidèle au texte. Mais c'est vrai que c'est troublant. Parce qu'à la fin, on dit, mais enfin, c'est qui? Et beaucoup de spectateurs pensent tout de suite, disent, c'est la femme, c'est Masago. Je ne suis pas sûr. Alors moi, je pense que c'est sa femme, parce qu'elle dit à un moment donné que la mort ne veut pas la prendre. Enfin, pas la mort, qu'elle s'est mise dans le lac, et qu'elle ne s'est pas noyée. Après, qu'est-ce que c'est qu'elle a dit? Qu'elle a essayé le couteau, mais qu'elle n'y est pas arrivée. Donc elle avait promis à son mari qu'une fois qu'elle aurait tué, elle essaierait de se tuer elle-même. Je ne sais pas quoi répondre. Ça, je ne sais pas quoi répondre. Vous avez une idée? René, voilà René qui suit ce spectacle. Est-ce que tu es d'accord avec ce que dit notre spectatrice? Tout à fait.
Comment? Je peux que acquiescer. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que l'auteur, à un moment, dit que cet endroit est quand même pas recommandé aux voyageurs, est assez mal famé. En fin de compte, on tombe dans les mystères. Il se passe des choses la nuit. Je pense que c'est uniquement cette magie-là, et on en revient aux esprits, aux sorciers, etc., au XVIe siècle, en plein Japon. Ce qui serait la même chose au fin fond du Cantal. Les arbres ne seraient pas les mêmes. Alors, moi j'ai deux remarques. La première, c'est si c'est pas un rêve, comment ça se fait qu'on ait le témoignage du mort? Oui. Et bon, après, je dis pas que c'est un rêve, mais je trouve ça intriguant quand même d'avoir le témoignage du mort. Et la deuxième, je suis pas sûr que ce soit la vérité, mais j'aime beaucoup l'idée de me dire que, en fait, c'est la femme et le brigand en même temps qui sont montés un plan pour justement l'assassinat du mari, parce que c'était un amour interdit. Et j'appuie ce propos vis-à-vis de la mère qui a dit que Masako n'avait pas connu d'homme avant. Voilà, ce qui n'est peut-être pas vrai. Mais ça, vous avez raison, c'est pourquoi l'auteur a mis, parce que vous dites pourquoi le mort vient témoigner. Ça, c'est l'histoire c'est l'auteur, dans son imaginaire. Hein. Là, il ne faut pas chercher de logique. Mais ce brave homme, ce pauvre samouraï qui vient dire comment il est décédé, chamboule tout. Chamboule tout. Tout ce qu'on a pu imaginer, il détruit tout. Et maintenant, il faut sortir quelque chose à chaque fois de... Effectivement, elle a été révélée par... et lui aussi, d'ailleurs, il a eu quelque chose. Tayomaru, en étant violent, dès qu'il la rencontre, dès qu'il la voit, sous ce voile, il n'en peut plus déjà. Ça, c'est magique. Je ne vois pas quoi répondre. Ah là là, c'est dur, un dimanche à 13h alors qu'on n'a pas encore dormi. Si, déjà, c'est fait. Non, bah écoutez, on va vous abandonner. Merci d'être venu par cette chaleur. Non, vous êtes venu chercher du frais d'abord aussi. Soyons honnêtes, c'est vrai que c'est dur. Bah, merci à vous d'être venu.